bonsoir à tous et bonsoir surtout à Marion Meller-Collard de nous avoir enfin rejoints. Et c'est pas faute, on a mis du temps à se retrouver, mais je suis très heureuse de vous recevoir ce soir. Merci. Pour votre livre Les Grandissants. Donc, je paru chez la Boris Fides et paru donc à l'automne dernier. Voilà, ça fait un petit bout de temps déjà. Ce livre a eu le temps d'avoir sa propre vie, d'être apprécié, d'avoir été annoncé, être attendu, être lu, et voilà. Donc, vous avez votre public qui est au rendez-vous ce soir, et nous allons explorer avec vous cette parabole du fils prodigue qui touche tellement, toujours autant de personnes, mais on va le découvrir avec vous. Grâce à votre écriture, on la découvre sous un autre aspect. Voilà. Alors, merci beaucoup Marion. Comme je vous le disais donc en préambule, les grandissants, c'est un terme peu banal, finalement, pour annoncer cette méditation que j'ai relue avec beaucoup d'attention cet après-midi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans votre texte. Et donc vous ne cachez pas que c'est un souci de maman qui certainement a l'initiative. Est-ce que je me trompe de ce texte ? Ah non, c'était mon petit exercice de survie à ma propre tempête maternelle, ayant moi-même des grandissants à la maison. Oui. Alors, cette parabole du fils prodigue a fait couler beaucoup d'encre déjà. De grands auteurs se sont confiés à l'écriture pour raconter, pour donner leur interprétation. Et en réfléchissant à ce que j'allais pouvoir vous dire, et ce que votre texte a suscité en moi, c'est qu'en fait, c'est peut-être votre regard féminin, déjà, qui est différent d'autres commentaires, qui sont souvent écrits par des hommes, déjà, donc la position n'est pas forcément la même. Vous avez votre regard féminin nous entraîne sur un tout autre terrain que le terrain traditionnel du pardon, qui est souvent mis en avant. Même s'il existe, en tous les cas, vous mettez en lumière autre chose, qui est celui de l'aventure d'une vie, de celle de tout homme et de tout enfant. Et ça débute très tôt, finalement. Oui, alors je ne prétends pas du tout épuiser le sens de cette parabole, ni lui donner un sens qui serait plus exact qu'un autre. Enfin, moi, je suis très rabbinique de ce point de vue-là. Non, vous l'éclairez en tous les cas. Dans un angle très partisan, avec un point de vue, une perspective qui est un peu pointue et qui évidemment ne donne pas la clé de lecture de la parabole en elle-même, et surtout même s'en détourne. C'est presque un détournement de l'herméneutique de cette parabole, parce que je m'affranchis en fait de sa lecture spirituelle. J'en fais une lecture très horizontale et très pragmatique quelque part. Et surtout, plus particulièrement concentré sur le départ du fils plutôt que son retour. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de précipitation, mais qui est fréquente dans la lecture des textes bibliques. On va tout de suite vers la fin, en fait, et on connaît souvent la fin. Donc un petit peu pareil avec le récit de la Passion. On sait que ça se finit bien, donc on y va. Et là, c'est pareil, c'est une lecture qui est... d'ailleurs, dans le titre qu'on lui donne, le retour du fils prodigue, le fils prodigue, c'est déjà un axe très particulier de titrer cette parabole comme ça, et j'ai voulu reprendre le temps de me demander tout ce qui se passait avant qu'il revienne, et ça avait effectivement un écho avec ma situation, nos situations fréquentes de famille, qu'on ait soi-même des adolescents à la maison ou qu'on ait été soi-même adolescents. On a tous été adolescents, on est tous un jour partis. Et je trouvais intéressant de prendre le temps d'explorer ce mouvement du départ, comment est-ce qu'il a été raconté par l'auteur de l'évangile de Luc. Luc, c'est vraiment l'écrivain des 4 évangélistes, c'est celui qui est le plus littéraire et qui attache un poids aux mots c'est toujours un peu frustrant du coup par rapport à la traduction. Parce que les mots qui sont choisis dans le texte grec sont souvent un peu écrasés par la traduction. Donc j'ai vraiment pris le mot à mot du texte
et en me concentrant sur ce qui se passait déjà dans cette négociation entre le fils et le père, au moment où le fils demande quelque chose en vue de partir. Alors redites-nous juste les grandissants, si vous avez pris l'étymologie, vous avez repris la racine même du mot, qui est très éloquente. Hein. Oui, en fait, quand on dit adolescent, maintenant c'est quasiment devenu une insulte, ce que je réprouve totalement. Je trouve qu'on s'est habitué à avoir un regard très critique et très sévère sur un âge que je trouve extrêmement noble. Et adolescence, ça vient du mot adulescere en latin, qui signifie grandir, et c'est son participe présent. Et donc, si on traduit littéralement, c'est les grandissants. Et c'était une façon peut-être de redire vraiment ce que ce mot contient, d'autre que je suis avachie sur mon téléphone et je fais la tronche. Donc c'est une façon de un peu sortir de la caricature qui rend pas assez hommage à ce qui se passe d'essentiel dans cet âge. Oui, c'est un hommage, donc, et ce que vous dites, hein, c'est un éloge de l'adolescence. En fait, cette parabole est un éloge de l'adolescence. Je pense pas qu'elle soit écrite pour ça, sincèrement. Non, moi, je la relis comme ça me fait comme plaisir. ça. Mais je pense pas que l'auteur de l'Évangile soit dit, tiens, faisons un éloge de l'adolescence. Et je pense que pour les parents, pour les mères en particulier, c'est un texte qui est très réconfortant, mais à la fois comment dire, c'est un texte terrible sous votre lecture, finalement, parce que ça convoque énormément de souvenirs pour nous lecteurs. Je sais pas, moi, c'est pas encore des souvenirs, c'est vraiment de l'actualité. Non, de l'actualité, mais en fait, très brûlante. Parce que dans ce livre, vous abordez bien sûr les enfants qui commencent à partir, qui grandissent et qui commencent à partir, qui relèguent les parents à une place, mais ça aussi parle beaucoup de la place de l'aspect qui est très important et qui m'a beaucoup touchée moi personnellement, c'est le fait de savoir rester à sa place en tant que parent, et c'est celui qui reste. C'est ça. Si je devais retitrer cette parabole, je l'appellerais la parabole du père qui reste. Et ça aurait du sens aussi même dans sa lecture spirituelle, je crois. C'est ça qui pose question, en fin de compte, c'est en quoi ce père est exemplaire, en fait. En quoi ce père est courageux, qu'est-ce qu'il peut nous enseigner en termes de courage, oui. Et pas seulement avec nos enfants, mais dans toute forme de relation, quand quelque chose nous échappe, et toujours quelque chose nous échappe dans les relations. Comment en fait accepter une forme d'impuissance, accepter la liberté inconditionnelle de l'autre, et à quoi ça nous convoque, en fait, ça nous renvoie à notre propre solitude. C'est une histoire de deux solitudes, cette parabole. Et finalement, l'éthique de savoir être seul, elle me paraît très subversive aujourd'hui et très essentielle, et ce texte le redit très bien. Votre livre s'articule autour de 3 thèmes que vous mettez en lumière, que sont Ousia, Bios et Zoé. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les mouvements, le mouvement de chacun de ces termes finalement qui construisent votre texte? Alors ça, c'est très difficile parce que, en tout cas pour l'un des termes, la Ousia, c'est très très difficile à traduire en grec. C'est un terme grec? C'est ça. Et en fait, c'est ce que le fils demande, c'est ce qu'il demande à son père. Il demande la Ousia, la part de Ousia qui lui revient. Et en fait, c'est très étonnant parce que la plupart du temps, on traduit par héritage. On a l'impression qu'il lui demande de l'argent, qu'il lui demande un héritage. Et si ça avait été des biens matériels ou un héritage, c'est un mot grec qui est disponible, que Luc emploie à d'autres endroits. Donc c'est ça qu'il avait voulu dire, il l'avait à sa disposition. Et Ousia, c'est des grands conflits entre Platon et Aristote, je ne vais pas m'engager là-dedans, j'en ai pas les moyens déjà. Et puis je crois même entre deux, je ne suis pas sûre que ce soit absolument clair, mais c'est alors l'un traduit par substance, l'autre par essence. Voilà, donc j'ai fait une traduction presque malgré moi, il aurait fallu me laisser presque comme ça. Mais en tout cas, c'est un peu difficile de savoir si c'est quelque chose de purement matériel. J'ai traduit par moyen de vivre, sans être subsistance. Subsistance, ah oui, d'accord. Parce que j'ai pas relu, moi. Elle a relu cet après-midi, moi j'ai pas relu. Voilà, donc subsistance, voilà, et non, les moyens de vivre, c'est ce que c'est bios. Merci Mathilde. Et en fait, c'est pas ce que le père lui donne. Le père, lui, donne la bios. Et le grec
a cet atout d'avoir deux mots pour dire la vie, qui sont Bios et Zoé, et qui ne veulent pas dire la même chose, et qui désignent tous les deux formes de vie différentes. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, parce que je pense que le fait qu'on n'ait qu'un seul mot pour dire la vie, ça crée plein de malentendus. Mais du coup, la bios, c'est vraiment la vie. Alors, dans l'Évangile, c'est l'inverse de l'usage qu'en refait Arendt après, c'est-à-dire que Arendt, elle va reprendre la bios comme la vie politique, la dimension politique de notre vie, tandis que la Zoé, c'est ce que Agamben traduit par la vie nue, la vie brute, la vie vitale, quoi. Et dans l'Évangile, c'est l'inverse. Donc c'est très troublant de faire l'aller-retour entre la philosophie de la Grèce ancienne et la reprise arendtienne et l'Évangile. Mais du coup, ce que donne le Père, c'est la bios, c'est-à-dire la vie, ce que j'ai du coup traduit par le moyen de vivre. L'autre chose qui est intéressante, c'est que quand le Fils demande cette part, c'est le Fils cadet qui demande sa part. Le Fils aîné, lui, n'a rien demandé. Et le Père va donner aux deux fils cette fameuse bios. Et c'est intéressant aussi parce qu'on a l'impression que, vu ce que la tradition a fait de cette histoire, c'est-à-dire cet enfant inconscient qui part dilapidé et qui revient bien penaud après avoir fait des grosses bêtises, on a l'impression du coup que le père va lui donner un espèce d'accord à contre-cœur pour qu'il parte, mais si c'était ça, il aurait pu du coup se contenter de donner malgré lui au fils qui demandait quelque chose, et puis surtout pas à l'autre. Et en fait, il donne aux deux. Et ça reste ouvert complètement dans le texte, mais moi ça m'interpelle sur le fait qu'il offre cette possibilité à ses deux fils de s'affranchir l'un et l'autre de leur identité de fils d'eux, quoi. Enfin, de rester juste les fils de ce père-là. Donc un seul va se saisir de cette occasion de partir. Dans votre texte, donc, vous étudiez, vous mettez en lumière donc, le fils cadet, et vous mettez bien en lumière aussi le père. Mais le fils aîné, dont on parle peu, vous n'en parlez quasiment pas. J'en parle pas parce que je parle du départ. C'est pas qu'il m'intéresse pas, mais... Alors, il m'intéresse pas parce que moi, je suis romancière, et puis j'aime bien les gens qui créent des histoires. Le fils aîné, il crée aucune histoire, il reste toujours au même endroit, donc il se passe pas grand-chose. Vous avez remarqué que dans toutes les histoires qu'on raconte, il y a toujours un point de rupture, et c'est justement ce que le fils aîné va pas vivre, c'est la séparation, enfin, comme c'est le point de bascule. Tous les contes pour enfants commencent par une situation stable, et puis tout à coup, il y a un élément, un événement, un départ, quelque chose qui fait rupture, qui déstabilise, et puis c'est pour ça que ça fait une histoire, et c'est pour ça qu'on a envie d'entendre la suite. C'est pas avec le fils aîné qu'on va créer une épopée, ça c'est clair. Donc c'est pour ça peut-être que de point de vue purement narratif, il ne m'intéresse pas énormément, et aussi parce que, comme je me suis concentrée sur le départ, et que j'ai pas passé beaucoup de temps sur ce moment où effectivement le frère revient et l'aigreur du fils aîné, je ne parle pas beaucoup de lui, je note juste que quand il revient, quand le fils cadet revient et que le père tue le veau gras, une expression bien connue, et que le fils aîné fait la tronche, il se sent lésé, il lui fait remarquer que quand même il est toujours là, il est sage, il est bien resté le fils de son père, il est fidèle, il est serviable, et que quand même c'est un peu licheton, que du coup lui il n'a pas de veau gras. Le père va lui répondre en l'interpellant, en lui disant enfant. Il va lui dire teknon, qui était le mot grec pour dire enfant. Et je trouve ça intéressant en fait, cette façon de dire oui, t'es resté un enfant, quoi. Il y a quelque chose de l'émancipation qui n'a pas c'est pas opéré. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, donc, ça c'est très, vous l'évoquez très très bien, le fait que quand le père va pour accueillir son fils cadet qui revient, il observe cette distance, il va vers son fils, observe quand même garde une certaine distance, mais il l'accueille quand même. Oui, il y a
littéralement, je sais plus, il faudrait que je relise la traduction, mais il y a cette histoire toujours de cette région au loin, et quand il le voit venir, mais il le voit encore au loin, il y a quelque chose, il y a énormément de jeux dans le texte sur les verbes de mouvement, et effectivement, il y a quelque chose de cette question de la juste distance qui se repose aussi dans leur retrouvaille. Je ne sais plus exactement littéralement comment le texte le dit, mais il y a à la fois cet élan et à la fois ils se retrouvent. Ce qui est beau aussi, c'est que le moment de leur retrouvaille n'est pas complètement chez le père et pas complètement chez le fils. Enfin, il y a quelque chose d'un nouveau terrain qui m'a sauté aux oreilles en réécoutant la chanson de Reggiani. Quand il chante à sa fille, cette chanson qui me fait instantanément pleurer à chaque fois que je l'entends, quand il parle du départ de sa fille et il lui dit, il attend ce moment où je sais plus comment il chante, on se retrouvera chez toi ou bien chez moi ou sur une terrasse. C'est-à-dire que tout à coup, avec nos enfants, en fait, ils sont plus captifs de notre foyer. Il y a quelque chose, il y a un tiers-lieu en fait qui se crée. Et je trouve ça très beau, cette idée de donner rendez-vous à nos enfants sur une terrasse, quoi. C'est parce qu'il vient d'ailleurs, et puis nous on revient de chez nous, de là où on les a élevés, et puis c'est plus tout à fait chez eux. Et leur région au loin, on ne la connaît pas, et donc il y a un nouveau lieu qui se crée. Moi j'étais invitée à dîner pour la première fois chez mon fils, ça fait super bizarre d'arriver avec un dessert. On se regardait comme ça, ah t'as fait un dessert, qu'est-ce qu'on fait? Ah on se fait la bise. Et il m'accueillait en fait, c'est très étrange, c'est quelque chose de complètement inédit comme situation. Mais c'est très beau de vivre ça. Votre fils a quel âge? Mon fils il a 17 ans, mais il a eu son bac à 16 ans, donc il est parti. Tôt. Pas trop loin. J'avoue, c'est comme ça fait du bien. Sur le travail de ce texte, ça a été une nécessité, quelque chose qui est né... parce que là, vous renouez vraiment avec, j'allais dire, vos premières amours de l'autre Dieu ou de le complexe d'Élie. C'est ce modèle d'écriture qui vous est très propre. Vous avez envie de renouer avec plaisir. C'était une nécessité, c'était une façon aussi de faire une relecture. C'est un moment de votre vie? Ou c'est arrivé à un moment de votre vie un peu particulier? C'est arrivé à un moment particulier à deux titres. Et en fait, j'avais travaillé cette parabole dans le texte grec pour préparer une émission. Et dans mes émissions, j'ai pas du tout le temps de parler de tout ça. Et c'est pas du tout grave, c'est pas le propos des émissions que j'anime. Et j'étais restée avec tous ces trésors de sens, de mots, d'énigmes. Et je savais que j'avais rendez-vous avec cette parabole. Et ça s'est imposé au moment où effectivement mes fils... je me suis dit c'est quand même une super parabole pour traverser cette déchéance parentale au sens où, comme je le dis, on est des rois déchus. En fait, au moment de l'adolescence, il y a quelque chose de notre royaume de parents où il suffisait de dire c'est comme ça parce que c'est comme ça. Et ce qui est fou d'ailleurs, c'est que ça ait marché tout ce temps-là, de pouvoir dire c'est comme ça parce que c'est comme ça. Et c'est un temps qui est nécessaire. Et puis tout à coup, ça marche pas du tout. Et c'est très bien, tout ce temps-là aussi est nécessaire. Et en même temps, c'est une grosse blessure narcissique quand tout à coup on se rend compte qu'on n'a plus un crédit automatique en fait, on n'a plus de crédit, qu'il va falloir faire nos preuves, qu'il va falloir être convaincant, qu'il va falloir argumenter, qu'on va se faire emballer. Et du coup, cette parabole est revenue comme ça par cette porte-là. Et il se trouve que en même temps, je commençais les travaux de la SIAZ, qui ont été un autre type d'épreuve pour moi. Et qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était aussi un texte qui racontait beaucoup de ce qu'on découvrait à travers les auditions de personnes victimes de violences sexuelles et qui racontait cette nécessité de donner à chaque sujet, en fait, de permettre à chaque sujet d'accéder à sa souveraineté.
Et que oui, c'est blessant quand tout à coup quelqu'un nous tient tête, surtout quand avant on pouvait les regarder comme ça et qu'après on les regarde comme ça. Et que du coup il y a un rapport de force qui juste même physiquement n'est plus du tout le même. Et que cette blessure elle est absolument essentielle pour remettre au monde, ou plutôt laisser nos enfants se mettre eux-mêmes au monde, ratifier leur naissance, comme dit Paul Baudiquet, qui est l'auteur qui m'a aussi accompagné à travers tout son commentaire alors lui il fait un commentaire du tableau de Rembrandt, du tableau du fils prodigue. Et je trouve cette expression magnifique du fait de ratifier sa naissance. En fait, ça ne suffit pas de mettre nos enfants au monde, il faut qu'ils se remettent au monde eux-mêmes. C'est à eux maintenant de dire oui, on a dit oui à leur vie, mais ils étaient passifs de cet acquiescement. Et il faut qu'ils fassent leur propre mise au monde. Et c'est essentiel à plus d'un titre. Et c'est vrai que je le vivais à l'intérieur juste de la cellule familiale, et je le revivais à l'échelle de l'Église, mais de toute la société aussi, cette nécessité de permettre aux enfants de devenir des sujets souverains et pas captifs d'une autorité supérieure par rapport à laquelle ils ne savent pas se défendre quand tout à coup ce qui se passe c'est pas bon du tout, quoi. Mais autant un parent peut guider, s'effacer, parce que ça c'est aussi une grande partie de votre livre, hein, c'est aussi la part du parent qui est analysée dans sa fécondité, mais aussi dans sa fécondité de laisser, justement, de s'effacer. Vous dites quelque chose, je ne sais plus, je l'ai noté, mais l'idée c'est finalement de s'écraser, en fait, de se laisser écraser par ses enfants pour pouvoir leur permettre de pouvoir, je ne sais pas tout à fait, c'est pas le terme, hein, c'est pas du tout le terme hein, que vous avez employé, mais l'idée c'est de s'effacer très volontairement, mais oui c'est ça, pour laisser l'enfant croître, en fait, en tout cas partir. Oui, c'est difficile de trouver la mesure, je ne prétends pas du tout donner la clé de cette mesure-là. Non, mais je pense que c'est assez universel. Oui, puis c'est une mesure qui n'est pas définitive, dont on peut pas faire recette, mais alors ça c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup vécu en tant qu'aumônier d'hôpital, c'est d'apprendre qu'on n'est parfois jamais plus utile que quand on accepte d'être totalement inutile. Et il y a c'est ce que j'appelle la cèse du père à cet endroit-là, c'est si on réécrit la parabole et qu'on imagine le père au moment où son fils lui dit ben voilà, moi je vais partir, et on imagine un père qui lui dirait mais génial, on va sortir le guide du routard de là où tu vas aller, et puis on va regarder ensemble, tiens on pourrait se faire tel resto, aller dans tel bar, etc. Bah, déjà c'est complètement incestuel. Enfin, il y a quelque chose de la question de l'inceste aussi dans le sens du respect des générations, et cette distance qui est d'accepter que nos enfants vont aller à un endroit où il ne faut surtout pas qu'on aille avec, pour deux raisons. D'abord parce que c'est là qu'ils vont ratifier leur naissance, qu'ils vont se mettre au monde eux-mêmes, qu'ils vont explorer leur propre solitude, et on voit bien les mouvements par lesquels passe le Fils. Et aussi parce que rester à notre place, c'est la seule promesse qu'on puisse leur faire, qu'ils aient quelque part où revenir. Et je retraduisais ça avec les termes d'une amie philosophe qui, elle, parle de notre devoir de ringardise. Et j'aime beaucoup cette expression parce que c'est très subversif aujourd'hui. On a l'impression qu'être un bon parent, c'est tout comprendre, c'est être avec, c'est coller au plus près, c'est parler comme, et avec en plus doublé d'un espèce de mouvement de jeunisme où on est renvoyé à notre difficulté d'être poussé du coup par une nouvelle génération qui a une autre culture, qui a souvent un autre langage, et puis ça nous renvoie à notre vexation de vieillir, à notre obsolescence programmée qui commence un peu à se révéler à nous. Et cette ascèse d'accepter d'être une autre génération, de ne pas tout comprendre, de ne pas juger trop vite, mais de pouvoir dire mais ça moi je ne comprends pas, ça pour moi c'est choquant, moi c'est pas comme ça que j'ai pensé, et donc rester à sa place, ça veut pas dire justement, ça veut pas dire s'écraser. Non, on vous dit que j'ai retrouvé, laissons-nous haïr, laissons-nous haïr pour trouver la force de partir. Oui, et puis alors ça c'est encore un peu autre chose, mais c'est vrai que moi ce qui m'a permis de survivre aussi à ma blessure narcissique,
c'est aussi de me dire, mais s'il doit à ce point rentrer dans l'art, c'est aussi, non, ils sont vraiment trop relous, hein. Qu'en se disant, bah mince, ils sont vraiment super, mais je vais devoir quand même partir. Ce mouvement de contestation, de sentiments qu'on comprend rien, qu'il est absolument essentiel. Et c'est vrai que si nous on prend ça pour argent comptant, en pleurant toutes les larmes de notre corps, en leur faisant un chantage affectif monstrueux, ça va pas les aider à partir, ça va aider à rien. Et puis au demeurant, nos enfants sont pas là pour nous aimer. Je crois que ça, en fait, c'est quand même une des rares relations où il n'y a pas dans laquelle l'éthique ne repose pas sur la réciprocité. L'éthique de la réciprocité, elle fonctionne dans plein de relations. Dans la majeure partie de nos relations sociales, elle n'a pas lieu d'être avec nos enfants. Et ça, c'est vachement quand même important de le redire, parce que, voilà, on est censé aussi... j'ai une amie hier qui me disait, je me sens coupable, parce que quand mes filles sont parties... finalement, j'étais pas tellement triste, je me disais, bah, c'est super, voilà. Enfin, je veux dire, c'est aussi un beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, de leur dire, je t'aime beaucoup, mais en fait, à la base, c'est surtout ton père que j'aime, et donc en fait, je suis hyper contente de me retrouver seule avec lui aussi, et je trouve que de ne pas aliéner nos enfants dans une espèce de devoir de combler nos vides, nos blessures, ça me paraît être assez sain, quoi. C'est peut-être un peu de la psychologie de comptoir, mais ça me paraît replacer chacun à sa place, justement. Et ce que j'admire chez ce père, c'est que lui, il n'a pas besoin d'être aimé, et qu'il est simplement dans le souci de la vie de son fils, mais aussi de sa Zoé, parce que c'est ça qu'il va dire, c'est ce mot qu'il va employer quand il va dire « ton frère est revenu à la vie », quand il va s'adresser comme ça à son fils aîné. Et d'une vie, pas seulement d'une survie, mais d'une vie bien vivante, et qui malheureusement, heureusement, je ne sais pas, d'un point de vue existentiel, et cette parabole le raconte bien, vient se conquérir aussi par une forme de danger. C'est ça qui nous met très à l'épreuve en tant que parents, c'est qu'il y a des années qui sont sur le fil, et on a très très peur. Voilà. En fait, le père, comme beaucoup d'autres parents, en fait, redonne la vie une deuxième fois en laissant partir. Il lui redonne la vie, il lui donne la vie. Il donne la vie, et littéralement, il lui donne la bios. Voilà. Et maintenant, c'est à lui c'est-à-dire qu'il lui confie ce que nous avons en responsabilité quand ils sont tout petits, c'est-à-dire la responsabilité qu'ils survivent. Et c'est vrai quand même que des enfants, il faut les surveiller comme les surveiller. Moi, je trouve ça toujours miraculeux. Parce que quand même, ils ont quelques années, et ça dure, où la notion de danger, enfin je veux dire, ils sont dangereux pour eux-mêmes en permanence quand même. C'est quelque chose de fou. Mais si je revois toutes les scènes où on les récupère à la dernière minute avant qu'il y ait une catastrophe, c'est quand même des années extrêmement éprouvantes, et on est tellement entraînés à prendre sur nous cette responsabilité de leur survie que c'est très difficile de finir par la leur confier. Et en même temps, on n'a pas tellement le choix, parce que si à 25 ans, il faut encore leur dire « ne te penche pas trop à la fenêtre », ça va être compliqué. Il y a un moment où il va falloir qu'ils accèdent à leur autonomie, et c'est ça que le père accepte de faire, et c'est ça qui nous est difficile, encore plus dans une société hyper sécuritaire, où moi j'ai peur tout le temps, hein, je passe mon temps à avoir peur, donc comme n'importe quel parent. Mais malgré tout, ces années-là, elles sont à traverser pour qu'ils éprouvent eux-mêmes les limites et les risques. Et oui, on tremble tous pour qu'ils accèdent à leurs propres moyens de vivre et de rester en vie et d'être en sécurité. Et le père, lui, reste, comme nous tous, tous les parents, c'est peut-être la place la plus difficile, hein, comme vous le dites, celle de ceux qui restent, en fait, et qui accèdent à... c'est intéressant de voir... enfin, ça évoque... Moi, j'ai le mot remembrance, moi, qui est venu quand j'ai commencé à vous relire, parce que j'ai l'impression que ça convoque beaucoup de souvenirs. C'est un texte aussi qui, pour nous, parents ou adultes, on n'est pas obligé d'être parents pour aussi être touchés par ce texte-là, parce qu'en fait, ça convoque aussi beaucoup nos propres départs, en fait. C'est vraiment cette histoire-là. Un peu de transhumance aussi, il y a une histoire, ça tourne autour de ces idées-là aussi. J'ai pas compris le mot.
transhumance, mais au démarrage, remembrance. D'accord. Ouais. Oui, c'est laisser vivre leur propre. C'est le risque de l'errance, et puis c'est effectivement ce qui va se passer pour ce fils. Mais effectivement, le fait de pouvoir être envoyé chacun à nos propres départs, pour moi, ce miroir-là, il est quand même assez salvateur. C'est-à-dire, on serait quand même un petit peu gonflé de ne pas laisser nos enfants partir, parce qu'on n'aurait pas pu faire des enfants si nous-mêmes on n'était pas partis. Je veux dire, il y a quelque chose aussi de se souvenir que si nous on en est là de nos vies, c'est que quelqu'un a bien accepté à un moment donné de nous aimer suffisamment pour nous laisser partir. Donc voilà. Après, bon, ça a coïncidé aussi avec le moment du confinement. Alors c'était hyper pratique, ça m'a permis d'avancer dans l'écriture du livre, mais ça m'a renvoyé encore plus à cette nécessité. Moi je voyais, en tout cas mon fils aîné, dont le centre de gravité était en train de totalement se déplacer complètement hors du foyer, et tout à coup il a été refoulé, le monde vers lequel il tendait l'a refoulé comme toute une autre génération. Moi, ça me questionne beaucoup sur les impacts que ça aura pour eux à long terme. On dit qu'ils sont résilients, etc. Ouais, très bien, ils sont résilients, mais comme je le disais souvent quand on avait des débats là-dessus au comité d'éthique, je disais, bon, moi j'ai 43 ans, quelque part je vais avoir 43 ans 10 fois, quoi. Enfin, peut-être pas 10 fois, mais je veux dire, on s'en fout d'avoir 43 ans, en fait, pas ces 43 ans. 15 ans, on a 15 ans qu'une fois, 15, 16, 17, 18, c'est des âges intenses, entiers, uniques, et ça me pose question de me dire toute une génération qui, au moment où elle était en train de replacer son centre de gravité vers le monde, vers la découverte, vers l'épopée, a été refoulée dans le foyer parental. Alors nous, entre mères, on se disait « Oh, c'est trop bien, je profite !» Mais on n'est pas... non, en fait, on n'est pas... Mais nos enfants, on n'est pas censé profiter de nos enfants, déjà. Et oui, bien sûr, c'était sympa, je veux dire, mais c'était sympa pour nous. Je suis pas sûre que c'était très sympa pour eux. Et puis même si ça a été sympa, ça a peut-être été sympa une semaine, mais je trouve qu'il y a une violence là. J'ai aucun jugement sur ça ne dit rien de ce que je pense des mesures qui ont été prises et qui ont certainement été nécessaires, mais je pense qu'il y a quand même eu un déficit de pensée. Les impacts en fonction des âges et des générations, et je profite pour dire quand même que c'est quand même une génération qui a manifesté une extrême solidarité à l'égard de ses aînés. J'ai pas vu beaucoup de réciprocité dans cette solidarité-là. Donc ça pose vraiment cette question et surtout cette espèce de ritournelle que j'entendais, ah c'est tellement bon de les retrouver, ah oui je profite, bah non, enfin... ouais, on profitait bien, quoi. Et eux, pendant ce temps, 15, 16, 17 ans, quand j'ai regardé Péril jeune avec mon fils lundi dernier, il découvrait tout un monde, et puis il était estomaqué de cette espèce de liberté, alors qu'il pose plein de questions et qui n'est pas non plus représentative de ce qu'était la jeunesse pour tout le monde dans ces années-là, mais souvent, quand il lit des livres, il voit des pièces de théâtre, qui voit la jeunesse traitée sous l'angle de la totale liberté, de l'expérience, de tout ça, il a l'impression qu'on lui parle d'un autre monde, de quelque chose qui n'est pas accessible, évidemment, parce que lui, il a été confiné à 13 ans, puis maintenant il en a 15, et quelque part, c'est pas tout à fait fini, donc ça pose vraiment une grosse question de société pour cette génération, je trouve. Et vous trouvez une différence entre votre aîné et votre cadet ? Par rapport au confinement ? Oui, ou par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils ont vécu, eux, et par rapport à là où ils en sont aujourd'hui. C'est un peu compliqué de répondre à ça. Oui, je pense que pour celui qui n'était pas encore parti, ça a été pire, quoi, parce que... Il allait partir ? Oui. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de possibilité... Après, à un moment donné, quelles que soient les mesures, celui qui devait partir, il est quand même parti. Et même s'il n'est pas parti dans des conditions optimales, il est quand même parti, en fait. Mais celui qui est resté, les sorties, c'est plus compliqué, l'école, c'est compliqué. Moi, j'ai jamais vu un gamin, surtout pas scolaire du tout, supplier
de pouvoir aller en cours, quoi. Pour voir autre chose que la tronche de sa mère. Je veux dire, c'était ça l'enjeu, quoi. Et je pense qu'on se rend pas compte, quoi. Enfin, ce que ça, enfin, je sais pas, moi, c'est peut-être très personnel ce que je dis. Et moi, mes fils, d'ailleurs, s'en plaignent pas plus que ça. Je n'ai jamais vu se plaindre. Et c'est presque ça qui m'inquiète. Je me souviens d'avoir rencontré une classe aussi. Quand je leur demandais comment ils vivaient ça, ils étaient résignés, en fait. Et à la fois, ça force l'admiration, à la fois, c'est presque un tout petit peu inquiétant, quoi. C'est l'âge, c'est un peu l'âge de la colère, de la tempête, et c'est comme si tout était complètement étouffé sous une très forte culpabilité, et une très forte angoisse, comme si on leur avait dit « tu peux tuer les gens autour de toi ». Il y a quand même quelque chose de ça, il y a quand même eu un clip gouvernemental qui montrait un adolescent qui embrassait sa grand-mère, la grand-mère finissait en réanimation. Ça va, c'est bon. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on dit à nos adolescents quand on leur montre un clip comme ça, quoi? C'était traumatisant. Et du coup, je sais pas, moi, bon, c'est un point de vue, hein, il est tout à fait, on peut en débattre, hein, mais j'ai trouvé qu'ils ont pris cher, quoi. Ils ont pris cher, et je me demande si ça raconte pas aussi quelque chose de notre difficulté, justement, à les laisser partir, ouais, comme si c'était pas si grave, finalement, s'ils peuvent pas partir. Ben si, moi je pense que c'est grave. Oui, tant mieux si on en a pu profiter. Voilà. D'ailleurs, c'est surtout ça qu'on met en avant. Oui. Laisser partir, c'est plus facile pour une femme ou pour un homme? Ça, j'en sais rien. Vous savez pas du tout. Moi, alors, j'ai pas genré l'affaire. Le père, c'était moi, c'était tout le monde. C'était évidemment, dans la parabole, c'est Dieu. Bon, mais je pense, enfin, je pense vraiment que ça dépend. Moi, j'ai un mari qui a eu presque plus de difficultés que moi. Enfin, je pense que ça dépend vraiment des configurations familiales. Donc, je n'ai pas trop genré cette histoire. Non, c'est parce que dans la parabole, disons que d'hommes, il n'y a pas de femmes. C'est une époque aussi. C'est une époque, mais elle a certainement sa place aussi. Voilà, parce que je pense à Jacqueline Kellen qui a commenté il y a 2-3 ans la parabole et qui effectivement a beaucoup aussi a commenté ce départ du fils comme étant une chance. Il a risqué sa vie dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il a pris le risque de vivre en fait en partant. Mais elle y a introduit un personnage féminin qui est la mère et qui effectivement rééquilibre parce que forcément dans une famille il y a une mère quelque part. Donc ça vous a manqué dans l'étude de cette parabole? Est-ce que c'est quelque chose qui vous les imaginiez par exemple? Parce que souvent on est très obéissant par rapport au texte qu'on lit, on le prend tel quel et on peut ne pas se poser trop de questions. Mais est-ce que vous, en vous appuyant en la lisant, en l'étudiant, en la traduisant, parce que c'est votre traduction aussi, ça paraissait, elle vous manquait? Non, elle me manquait pas parce que pour moi le père c'était le père et ou la mère, enfin c'était indifférent, donc ça m'a pas du tout empêché de m'identifier. Moi c'est pas parce qu'on me raconte une histoire d'homme que je m'identifie pas, donc ça m'a pas manqué, mais c'était drôle. J'étais invitée dans une émission sur France Musique mardi et l'animatrice de l'émission m'a fait découvrir un opéra de Debussy où est réécrite par je ne sais qui l'histoire du fils prodigue, dans lequel est réintroduite effectivement une mère. Et en fait, le père s'en fout totalement du départ du fils, et la femme n'arrête pas de pleurer. Et puis lui, il lui dit écoute, c'est de pleurer, c'est pas grave, regarde, tout frère répète, c'est les moissons, etc. Et elle pleure son fils, Et quand le fils revient, elle fait la médiation pour demander au père de bien vouloir pardonner et bien vouloir réagir. Bah, moi, ça me satisfait pas du tout comme lecture. Le fait de supposer, je trouve ça violent pour les pères, de supposer qu'une mère souffre plus du départ de son fils que lui. Donc ça me va très bien que ce soit une figure unique. Moi, comme dit, je la genre pas excessivement. Donc non, cette mère m'a pas manqué. Je me suis invitée très librement. Vous dites on est obéissant quand on lit un texte, mais on peut être très libre aussi dans cette femme. C'est-à-dire, oui, moi j'ai pas besoin de rajouter un personnage, parce qu'en tant que femme, je ne m'interdis pas de me sentir convoquée par cette figure parentale, on va dire. D'accord. Alors, il y aurait-il des questions pour Marion Miller-Collard?
Bon, alors sans question, je vais continuer. Il y a un aspect que je trouve très intéressant, c'est l'histoire de la confiance. Parce que c'est aussi une question donc, de départ, mais aussi de voir partir, c'est la confiance. Est-ce que c'est aujourd'hui, c'est un mot qu'on emploie souvent, mais c'est une réalité qui est très très difficile en fait, notamment avec ses enfants. C'est quelque chose qui vous a touché particulièrement. Est-ce que ça vous a touché en tant que vous, mère, c'est-à-dire en travaillant sur ce texte, en écrivant, est-ce que vous avez été aussi convoqué par cette mise en abîme par rapport à la confiance? Est-ce que je suis claire? Oui. Je crois que c'est une histoire que je raconte dans le livre. Et donc je vais raconter là. C'est arrivé quand mon fils cadet était tout petit et il voyait son frère aller, on était en vacances dans un village en Bretagne, et au bout de la rue il y avait une boulangerie et il voyait son frère aller acheter du pain tout seul le matin et revenir avec le pain. Et pour lui c'était royal, cette mission-là, elle était de très haute importance et il se demandait s'il pouvait accéder lui aussi à cette mission. Et après quelques négociations, on se dit que, étant donné qu'il s'agissait d'aller juste au bout de la rue et de revenir, peut-être qu'il pouvait lui aussi être à la hauteur de la mission. Donc il est parti en se tenant extrêmement droit et en marchant extrêmement lentement. Et on était tous le nez collé à la fenêtre. Le grand frère, en bon grand frère, dit « Je vais le suivre ». Non, ne le suis pas, sinon ça n'a plus aucun intérêt pour lui. Et puis tout à coup, on a commencé à trouver le temps long et on n'a pas pu revenir. Et là, on a paniqué complètement. Et on s'est... Alors là, grande question, c'est-à-dire à quel moment on prend le risque, parce qu'il marchait très lentement tellement le truc était solennel. Puis au bout d'un moment, on se dit non, mais même en marchant très lentement, c'est pas du tout normal qu'il soit pas revenu. Et donc, voilà, le risque de le heurter totalement dans cette première conquête très sérieuse de son autonomie et de cette grande mission, ou le risque d'attendre beaucoup trop longtemps et de se rendre compte qu'il y avait vraiment un très très gros problème. Donc j'ai fini à un bout d'un moment par craquer, par partir en trombe. Arrivé à la boulangerie, où lui, je l'ai vu, mais il est reparti et je n'avais pas croisé sur la route, ce qui n'était pas du tout normal, parce que vraiment, il s'agissait juste de faire les routes. Bref, et puis je ne sais pas ce qu'il avait pris. Il avait pris l'autre route, quoi, enfin une patte d'oie, et puis au lieu de revenir vraiment sur ses pas, et puis tout à coup, je le vois, donc mon cœur recommence à battre, et il était assis sur le trottoir. Et j'arrive et bêtement, je lui dis « T'as pas eu peur ?» Au lieu de lui dire que moi j'étais morte de trouille, je lui demande si lui il a eu peur, et il me regarde et il me dit « Bah non, je savais que tu viendrais me chercher. » Et en fait, nos enfants nous font cette confiance-là, aveugle et certainement très naïve. Mais en tout cas, ils nous font cette confiance-là. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils nous croient tout-puissants. Bon, il ne s'agit pas, nous, de la leur rendre de façon équivalente et de les croire nous-mêmes tout-puissants. Mais il y a quand même un moment où il faut bien répondre à cette confiance. Et ce qui m'intéresse aussi dans la notion de confiance, c'est qu'on la confond souvent avec le pari. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que quand notre confiance, quand les événements ne donnent pas raison au fait qu'on a eu confiance, c'est qu'on a eu tort de faire confiance. Or non. En fait, la confiance, ça ne se reprend pas. Et c'est pas parce que on a fait confiance et puis que ça ne s'est pas passé à la hauteur de la confiance qu'on avait mise, qu'on a eu tort de faire confiance. Contrairement au pari. Avec nos enfants, on ne fait pas de pari. On a confiance. Voilà. Il y a quelque chose à donner de ça. Et il y a quelque chose à éduquer là-dedans aussi. Dans qu'est-ce que c'est que la confiance, qu'est-ce que c'est et comment ça peut... Voilà. Et comment ça peut être blessé éventuellement, mais en tout cas la confiance n'est pas quelque chose qui se prend. Et je pense quand même, sans être trop naïve, que la confiance a quelque chose de performatif. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est toujours en train d'avoir peur, c'est parce qu'on a confiance en eux qu'ils vont finir par avoir confiance aussi en eux-mêmes. Si on passe notre temps à avoir le sentiment que ça ne va pas bien se passer,
Voilà, ça va être compliqué pour des enfants de grandir en éprouvant leurs propres capacités si on n'a pas quand même une base de confiance. Alors il ne s'agit pas d'être aveugle, il ne s'agit pas d'être naïf, c'est ça qui est très difficile, c'est cette administration-là qui est très difficile. Mais je ne vois pas tellement comment on peut s'en sortir sans quelque chose de l'ordre de la confiance. Ouais. La confiance et du don, vous dites très justement, moi ça m'a beaucoup parlé, vous dites une confiance n'a pas à être déçue, elle comprend le risque même de la déception. Oui, c'est ça. C'est, un pari peut se perdre, mais la confiance, non, elle reste là. Elle doit intégrer ça. Et ça, je pense qu'on a beaucoup perdu par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la confiance est quelque chose qui peut poser des conditions. Ben non, en fait. Et ça, je crois que c'est ça aussi rester pour le père. Et c'est ça qui garde, c'est qu'en fait, il ne va pas ensuite demander des comptes à son fils. Et ça, c'est un exercice extrêmement difficile qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de réciprocité dans la relation avec nos enfants. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui a tendance un petit peu à se perdre. Et je crois qu'on a un vrai gros problème avec qu'est-ce qu'un enfant, en fait, et qu'est-ce qu'un grandissant, qu'est-ce qu'un adolescent, d'un point de vue social, mais aussi de façon individuelle. C'est-à-dire on est passé de l'enfant objet à l'enfant. On a de la peine à penser l'enfant comme une personne, sans le penser comme un petit adulte. Et ça retouche aussi, ça rejoint aussi les travaux de la SIA, c'est qu'est-ce qu'un enfant, en fin de compte. Et qu'est-ce que ça convoque en nous, et quelle est la juste place de l'enfant, et quelle est notre juste place par rapport à lui. Et c'est très difficile, parce qu'on a longtemps eu l'impression que ça devait couler de source, et manifestement, ça ne coule pas de source. Donc je ne sais pas comment on peut en parler, comment on peut s'éduquer soi-même en tant que parent. Et en tout cas, on passe de mode en mode par rapport au rapport à l'enfant, et pour l'instant, j'en ai guère vu de tout à fait satisfaisante. Est-ce que, pour conclure, je pense qu'il est l'heure, pour conclure, est-ce que ce travail, est-ce que cette parabole peut aider à devenir parent ? Finalement, en vous lisant, finalement, c'est... Je sais pas, moi je suis pas... Mais vous en tant que... Moi ça m'a aidé à rester parent, à devenir et à redevenir, à rester parent. Et oui, ça a été vraiment, pour moi, ce travail-là, ça a été d'abord, j'ai essayé de me prêcher à moi-même. Alors, échec total, parce que je vous raconte tout ça, mais quand même, j'ai réussi cet exploit de m'inscrire à la fac exactement en face de la fac de mon fils. Donc j'arrête pas de vous dire, oui, c'est bien, la distance, faut rester à sa place. Mais en fait, le pauvre, il va se retrouver l'année prochaine. Je reprends des études au moment où il commence les siennes, et nos facs sont vraiment en vis-à-vis l'une de l'autre. C'est vraiment pas un cadeau pour lui, mais je pense que je prendrai mes cours à distance. J'essaierai de faire quelque chose pour respecter son nouveau territoire à lui. Mais oui, en tout cas, pour moi, ça reste un sujet de méditation. Et puis, oui, ce père qui reste, et puis alors je me le représente très très bien, et le fait qu'il soit comme ça, imposant, avec une barbe et tout ça, ne m'empêche pas du tout de me dire qu'il me raconte quelque chose de moi, en fait. Ce père qui reste, oui, je pense très très souvent à lui, et il me donne courage. Spirituellement, ça vous accompagne aussi ? En fait, quand je dis que je détourne totalement la lecture spirituelle du texte, c'est-à-dire je copie, je recopie dans une lecture anthropologique quasiment, mais qui reste quand même dans la dynamique de ce qui est dit sur le plan spirituel. C'est qu'en fait, contrairement à ce que l'Église a eu tendance à enseigner pendant des siècles, parce que c'est un meilleur moyen de domination de prêcher un Dieu possessif, jaloux, qui fait la tronche et qui va se venger si on n'est pas dans le droit chemin. Ce texte raconte un Dieu qui dit, écoute, j'ai pas spécialement besoin que tu crois en moi, en tout cas pas à ton corps défendant, pas de façon servile, pas de façon passive, et va voir le monde, et si tu reviens, je serai très heureux. Mais tu n'es pas ma possession, quoi. Soit il y a une rencontre, soit il y a une relation,
soit il n'y a rien, moi je suis là, tu sais où me trouver. Et du coup, il y a quand même quelque chose aussi par rapport à la religion, c'était utilisé dans la crise sanitaire, et c'est ça que je trouve, c'est la communication qui a été faite, de la promesse et de la culpabilité. Quoi. La promesse de si vous faites tout bien, on va revenir à la vie normale, et par contre, sinon, ben, votre grand-mère va finir en réanimation, ce sera de votre faute. Bon, c'était pas utile, quoi. Est-ce qu'on peut des fois se parler comme des adultes ? Et puis finalement, on voit que ce réflexe religieux de la carotte et du bâton, ben, en fait, il est extrêmement... c'est un réflexe dont il est très difficile de s'affranchir. Moi, je fais l'expérience toute récente de l'enseignement. C'est très difficile dans la relation avec des élèves d'essayer d'éviter la stricte relation de récompense ou de blâme. Et pourtant, c'est quand même quand on sort de ça qu'on peut accéder à quelque chose de l'amour et justement de la confiance. Et donc ce vieux réflexe religieux, ben, bizarrement, dans le christianisme en tout cas, on n'a pas beaucoup d'excuses parce qu'on l'a construit à partir de textes qui nous disaient exactement l'inverse. Et ça ne cesse de m'étonner, on va dire, par euphémisme. Merci beaucoup Marion Müller-Collard, merci pour votre présence et pour ce livre qui est une source d'inspiration et de relecture extrêmement précieuse. Merci beaucoup. Merci.